Bon, alors il y a plein de questions, donc on ne va pas tarder. C'est parti. Première question. Coucou Florine, j'aimerais bien ton point de vue et peut-être quelques astuces pour éviter que le générateur 6.2 que je suis se disperse encore de temps à autre. J'ai encore demandé à cette personne si elle pouvait me préciser ce qu'elle entendait par se disperser en me donnant un exemple. Elle m'a dit oui, j'ai tendance à m'investir dans beaucoup d'activités et d'associations aux dépens de ma propre entreprise et après je suis frustrée. Bon, alors, la réponse, elle est dans ta question en fait et dans le fait que tu partages que tu es frustrée. Si en tant que générateur, tu ressens de la frustration, c'est que tu es dans ton émotion d'alerte. Euh, et que t'es pas dans ta stratégie et ton autorité. Donc t'es pas dans la réponse de ton sacral pour t'investir dans les activités qui sont les bonnes pour toi. Et donc je crois que la seule chose à faire dans cette situation, c'est d'aller investiguer cette frustration, d'aller regarder en face les endroits où tu agis avec ta tête et non pas avec la réponse de ton sacral. Bon, tu précises pas si tu as une autorité émotionnelle ou sacrale, donc en fonction, le processus est un petit peu différent, mais en tout cas, là, mon ressenti, c'est qu'il y a une peur à aller écouter cette réponse de ton sacral, une peur ou une habitude à ne pas le faire. Ou... Enfin, il y a quelque chose vraiment à aller creuser et je crois que justement dans ta question de dire comment je peux éviter de me disperser, bah là c'est pareil en fait. Ne te disperse pas à essayer de chercher des réponses dans mille et un aspects de ton design. Reviens à la base, frustration, émotion d'alerte du générateur. Donc, il y a forcément plusieurs endroits dans tes journées, dans tes semaines où tu n'es pas à l'écoute de la réponse de ton sacral. Et c'est ça qu'il faut aller regarder en face, entre guillemets. Ensuite, merci pour ta réponse de la semaine dernière. Tu disais que les projecteurs devaient dormir seuls, mais est-ce que c'est uniquement en lien avec le sacral ou avec tous les centres? Donc est-ce aussi important si deux projecteurs dorment ensemble par exemple? Et quel est l'impact entre deux centres non définis? Merci. Je vais me concentrer sur la question du sommeil entre deux projecteurs, donc entre deux types qui ont le sacral non défini. Donc ça peut être aussi un projecteur et un réflecteur, un projecteur et un manifestor, etc. Du coup, encore une fois, à partir du moment où notre sacral est défini, on amplifie l'état d'énergie ou de fatigue des personnes qui nous entourent. Donc même si tu es à côté d'une personne qui a aussi un sacral non défini, elle va peut-être avoir amplifié un état de fatigue ou d'énergie d'une personne dans sa journée et donc elle revient à la maison entre guillemets avec cet état-là et donc d'où l'importance de dire bon ben je prends un moment pour me décharger de ça. Mais en fait, si deux sacrales non définies se retrouvent et que chacun a été dans l'amplification d'énergie X ou Y, ben, ils vont toujours être dans cette amplification en se retrouvant. Et il y a le risque que y ait une continuité de cette amplification plutôt que un relâchement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en fonction de la synergie de ton design avec le projecteur qui éventuellement occupe ta vie, peut-être qu'en fonction des portes activées chez l'un et chez l'autre, ça fait que si on met les deux designs ensemble, ben il y a une des deux personnes qui se retrouve avec un sacral activé. Donc ce n'est pas une transformation du type de la personne et la personne tout d'un coup ne devient pas générateur, mais dans les synergies, on peut voir que tout d'un coup il y a un centre qui s'active au contact d'une autre personne et donc ben en fait le dialogue entre les centres va du coup être différent, ou en tout cas la perception d'une personne et de l'autre peut continuer d'être différente en présence de cette personne par rapport à si la personne se retrouve seule dans son énergie.
Voilà, donc dans ce contexte-là, à toi de voir en fait si tu as envie de tester qu'est-ce que ça donne, même si tu es au contact d'un autre projecteur et que tu dors avec cet autre projecteur, à toi de voir si tu as envie de tester le goût que ça a de dormir dans ta propre énergie. Et après, effectivement, par rapport à ta question des autres centres, si la personne en face a un centre défini et que toi non, oui, forcément, il va aussi y avoir des interactions par rapport à ça au niveau de votre sommeil. Donc, à toi de voir si tu as envie de tester. Prochaine question. Je me suis fait une réflexion aujourd'hui et je me demandais si en fonction de l'écriture des gens, on pouvait constater si la racine est définie ou non. Certainement ma ligne 1 qui est curieuse. Parce que certaines personnes ont une écriture hyper posée et d'autres beaucoup moins, comme moi. Et je me disais que la pression extérieure pourrait agir en lien. Après, j'imagine bien qu'on ne peut pas faire une généralité et qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Merci pour l'ouverture de cet espace. Alors, c'est hyper difficile de répondre à ce genre de questions parce que d'une part, il n'y a pas de statistiques qui ont été faites à ma connaissance. Et que d'autre part, effectivement, sous conditionnement, une racine non définie va amplifier le stress et la pression qu'elle ressent de l'extérieur. Et si elle s'identifie à ça, elle va agir sous cette pression. Et donc, ça peut lui faire avoir des comportements qui répondent à ce stress. Mais si une racine non définie fait le processus de se déconditionner, elle va arriver à cet endroit où oui, elle va ressentir la pression qui la traverse et ça va lui donner une information sur le niveau de pression qu'il y a dans son environnement et si cette pression est utilisée au bon endroit ou bien pas. Et du coup, si cette racine non définie arrive à se faire traverser par cette pression, mais ne pas s'identifier à ça, ne pas agir à partir de ça, alors ça peut devenir quelqu'un de hyper calme, hyper peace, hyper chill, parce qu'elle arrive à se connecter à l'endroit de son corps qui est le bon pour elle, et non pas à cette pression qui ne la définit pas. Donc voilà, avec tout ce que je viens de dire, en fait, je peux pas répondre à la question parce que tout va dépendre de si la personne elle est euh, conditionnée à agir à partir de cette pression alors que c'est pas bon pour elle, ou bien si elle est dans une configuration de déconditionnement par rapport à ça. Prochaine question. Coucou Florine, je suis projecteur 3.5, mon conjoint est manifesting générateur 2.4 et notre fils est projecteur 6.2. Que pourrais-tu me dire sur nos fonctionnements? Comment respecter l'énergie de chacun? Comment accompagner notre fils dans sa gestion des émotions et lors des moments de frustration? Notre fils ne parle pas encore beaucoup et il est parfois compliqué quand il pleure et crie parce qu'il est contrarié ou énervé de savoir réellement ce dont il a besoin vu qu'il n'arrive pas encore à l'exprimer. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais si tu peux m'éclairer sur quelques pistes, ce serait super. Merci beaucoup. Alors, suite à la question, j'ai encore demandé à la personne de me préciser quelle était l'autorité de chaque personne. Et elle m'a dit, alors moi, c'est une autorité autoprojetée, celle de mon conjoint et de mon fils, une autorité émotionnelle. J'adore parce que c'est là qu'on voit que en fonction du design de chacun, je vais absolument pas vous donner les mêmes réponses et c'est ça que je kiffe tellement. Euh, La première chose qui m'est venue en fait quand tu m'as précisé vos autorités, c'est que du coup toi tu es le baromètre émotionnel de la famille, que tu amplifies du coup les émotions de ton fils et de ton conjoint et que ça te donne une précieuse information alors même que ton fils ne parle pas de savoir quelle est l'émotion qu'il est en train de ressentir en fait. Est-ce qu'il est énervé? Est-ce qu'il est triste? Enfin, toute la palette d'émotions, mais toi avec ton plexus solaire ouvert, tu as cette capacité, si tu es connecté à ton corps, de savoir quelle est l'émotion et de savoir quel est le besoin derrière cette émotion. Avant de passer à la suite, vu que vous êtes un trio, le projecteur il fonctionne vraiment
en one-one au niveau de l'énergie. Le projecteur, il a une aura qui absorbe en fait l'aura de la personne en face, qui est focalisée et il ne peut pas se concentrer sur deux personnes à la fois. Et moi, je le vois vraiment très bien par rapport euh, à notre quotidien avec David et Eden. On passe des moments tous les trois, mais j'ai vraiment besoin, et c'est beaucoup plus fluide pour moi, d'avoir des moments que avec Eden, des moments que avec David. Donc ça peut-être, je sais pas dans votre dynamique familiale, mais ça peut être important et ça peut aussi fluidifier ce que tu vas ressentir et la manière dont tu vas guider ton enfant, de dire ben là j'ai besoin de passer un moment vraiment seul avec lui et d'être disponible pour lui et pour voir comment l'accompagner au mieux. Et en fait, je trouve que ton rôle, il est vraiment ultra beau avec un enfant qui a une autorité émotionnelle. Parce qu'on vit dans une société où on nous fait croire qu'il faut avoir des émotions qui sont comme ça, ou alors des émotions hautes, mais que quand on a des émotions basses, ben en fait, oui, ça peut arriver de temps en temps, mais faudrait pas que ce soit trop souvent, sinon il y a un problème. Alors qu'avec une autorité émotionnelle, en fait, c'est complètement normal que ton fils expérimente des hauts et des bas au fil de ses journées, en fait, et plusieurs émotions au sein de sa journée. Donc, je crois que si toi, tu arrives à être convaincu qu'il n'y a aucun problème à ça et tu arrives à être dans la réception de toutes ces émotions et à montrer à ton fils que c'est normal, déjà, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Et toi, ben, effectivement, vu que tu amplifies toutes ces émotions, c'est aussi de sentir quelle est ta limite. C'est aussi de dire, bon, ben, là, je peux t'accompagner dans ton émotion, ou bien là, ben, moi, j'ai besoin de me retirer. Alors, je sais pas quel âge a ton fils, mais voilà, c'est aussi toi, au fur et à mesure du temps, de te respecter dans ce que tu amplifies et de où en est ton propre état. Donc voilà, c'est un peu ce qui me vient en premier. Ben moi j'ai aussi du coup un plexus solaire qui est ouvert. Alors Eden aussi, mais du coup il amplifie les émotions qu'il réceptionne dans sa journée. Et en fait je sens que je suis de plus en plus à l'aise à l'accompagner en fait dans ses émotions et justement comme je te disais au début, à sentir à l'intérieur de moi qu'est-ce que requiert son émotion sur le moment. Est-ce que ça requiert de l'espace? Est-ce que ça requiert une présence très affirmée ou un petit peu plus distante? Est-ce que ça requiert que je sois juste passive dans le processus mais présente pour lui? Est-ce que ça requiert que je sois active? J'ai l'impression que j'arrive de plus en plus à le sentir et c'est vraiment c'est vraiment trop beau en fait dans le lien que ça nous permet de développer. Ensuite, prochaine question, on va parler cycle menstruel. J'ai un cycle qui devient de plus en plus court, 21 à 24 jours, alors que plus jeune, jusqu'à il y a 3-4 ans, mon cycle était plus long et régulier. J'ai aussi l'impression que niveau digestion, c'est pas des plus fluides, ballonnement, gaz, et qu'il doit y avoir un lien avec mes hormones. Voilà, j'espère avoir été assez claire et je ne sais pas si tu as encore mon design. C'est une ancienne cliente qui m'a posé la question. Je lui ai encore demandé, est-ce que tu as l'impression que tes sensations durant ton cycle changent aussi? Est-ce que tu souffres de SPM et ou de douleurs pendant les règles? Elle m'a dit, écoute, pendant mon cycle, je n'ai pas forcément de symptômes, mais les quelques jours avant, je sais que j'ai tendance à avoir très chaud la nuit et ballonnement gaz. Euh, je rencontre ces symptômes depuis que mon cycle est déréglé et plus court. Peut-être le HD pourra m'aider à y voir plus clair. Alors, du coup, là, au niveau des symptômes, que ce soit des symptômes digestifs ou en lien avec le cycle menstruel, on est dans le centre sacral. Centre sacral qui est défini chez cette personne, c'est une générateur à autorité sacrale. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, le processus que j'ai fait par rapport à sa question de ok, mes cycles sont de plus en plus courts. Donc ça veut dire que la phase de printemps de ton cycle, donc celle qui est avant l'ovulation, c'est elle qui se raccourcit. Parce que c'est toujours elle qui est plus ou moins longue en fait. La phase post-ovulation,
elle reste sensiblement la même, elle est de 2 semaines en fonction de quand on a ovulé, mais c'est vraiment cette phase de printemps qui peut varier d'un cycle à l'autre. Donc ça veut dire que ta phase de printemps, celle où l'énergie yang est la plus présente, celle où on peut passer à l'action de façon relativement efficace, celle où on peut avoir envie d'être plus en relation avec d'autres personnes. Voilà, c'est ça la phase de printemps. Et donc chez toi, ton corps, depuis plusieurs années, est en train de la raccourcir. Ce qui me vient, surtout que du coup, effectivement, j'ai connaissance de ton design et dans le canal qui fait que ton sacral est activé, plus le fait que tu aies un cœur défini, ça veut dire que tu as cette capacité d'aller au bout des projets dans lesquels tu t'engages. Le canal qui fait que ton sacral est activé, il y a ce truc un peu de cette tendance à parfois dire oui à beaucoup de choses sans prendre le temps de checker si vraiment c'est ton corps qui t'a dit oui pour ça. Euh, et ça veut dire que si tu dis oui à des choses qui ne sont pas justes et qu'en plus tu as cette énergie de persévérer dans tes choses, est-ce que ça prend dans ces choses, est-ce que ça prend pas beaucoup de place dans ta vie? Pareil au niveau des relations, est-ce que tu as la sensation qu'il y a des relations familiales, amicales, amoureuses, de travail, etc., dans lesquelles tu continues de t'engager alors que c'est plus juste pour toi? Je sais que c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble, mais voilà, est-ce qu'il y a encore des choses dans ta vie où tu mets de l'énergie, où tu persévères, alors qu'à l'intérieur de toi, ça fait non? Parce que en fait, là où je veux en venir, l'hypothèse que j'ai, et donc c'est vraiment une hypothèse, hein, mais c'est si ton corps te fait raccourcir cette phase de printemps, te fait raccourcir tes cycles, et donc proportionnellement, la phase automne-hiver euh, est plus importante que cette phase de printemps. Est-ce que c'est un signal de ton corps qui te dit, s'il te plaît, fais le point sur les choses dans lesquelles tu apportes encore de l'énergie et de la persévérance, alors que ce ne sont pas les choses pour lesquelles ton sacral vibre encore? Voilà, donc ça, ce serait un petit peu le point de départ que je verrais par rapport à ta question. Je te laisserai me redire si ça te parle. Euh, voilà, il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à dire et des questions à approfondir, mais je pense que c'est le point central et c'est le premier truc qui m'est venu quand j'ai vu tes questions. Ensuite, on va rester dans la thématique des générateurs avec une question en lien avec mon profil et la peur du bonheur. Et donc, si il pouvait y avoir un lien par rapport à ça. Pareil, c'est une ancienne cliente devenue une copine à moi, donc j'ai son design. Donc générateur sacral, profil 3-5, avec un splénique qui est défini et 5 portes sur 7 qui sont activées. Donc beaucoup de peurs qui peuvent se mettre sur ton chemin et qui, si elles sont prises en charge par ta tête, peuvent t'empêcher de mettre en place ces choses qui peuvent te conduire à ce bonheur par rapport au fait de faire confiance à ton corps. Mais en fait, quand j'ai lu ta question, le premier truc qui m'est venu, c'est est-ce que tu pourrais remplacer la thématique du bonheur par la thématique de la satisfaction? Parce que c'est ça en fait, l'émotion la plus importante à cultiver pour toi, c'est la satisfaction. Et c'est elle qui va te faire goûter à cette sensation de bonheur par rapport aux fois où tu te sens frustré dans ta vie. Donc en fait, ça va rejoindre la toute première question qu'on a eue, mais là, moi, j'aurais vraiment envie de t'inviter à faire un bilan
un vrai bilan en fait de plusieurs journées, je sais pas, d'une semaine complète dans ta vie et de à chaque moment que tu vis, ok, je suis satisfaite à combien de pourcents, je suis frustrée à combien de pourcents, juste déjà pour avoir une vision d'ensemble et de comprendre ce qui fait que aujourd'hui tu sens que cette sensation de bonheur du coup n'est pas vraiment présente. Et je crois que c'est en faisant ce bilan euh, que tu vas pouvoir aller creuser ce qu'il y a derrière le manque de satisfaction et l'excès de frustration. Parce que, alors l'idée n'est pas de dire que l'objectif n'est de ne plus jamais être frustré, mais l'objectif c'est d'aller comprendre ce que vient te raconter cette frustration. Parce que être frustré ou être amer pour un projecteur ou être en colère pour un manifesteur ou être déçu pour un réflecteur, ça vient nous donner des informations sur le fait qu'on ne sait pas écouter à un moment donné. Donc, de venir comprendre à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que je ne me suis pas écoutée. Est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une configuration? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que... Mais la seule manière de pouvoir aller toucher du doigt toutes ces choses-là, c'est d'aller regarder à quel moment apparaît cette frustration et à quel moment tu t'autorises à être satisfaite. Voilà, et puis l'autre truc qui m'était venu, c'est par rapport à ton profil 3.5, effectivement, est-ce que euh, il y a une totale résilience de ta part par rapport à ta ligne 3 qui a besoin d'expérimenter dans la matière, qui a besoin de se tromper, entre guillemets, pour savoir et pour pouvoir, en fait, à travers la pratique, comprendre ce qui est bon ou pas pour elle. Et ça veut pas dire que se tromper égale être frustré. Donc en fait, voilà, je sais pas s'il y a une réelle plongée et acceptation de cette ligne 3 ou bien est-ce qu'il y a encore une envie, une croyance, une attente cachée de dire j'aimerais que tout ce que je mets en place réussisse du premier coup. On arrive sur la dernière question. Je crois que j'ai répondu à tout le monde après ça. Redites-moi si quelqu'un n'a pas obtenu de réponse. Alors, bonjour, j'ai des questions sur l'application du HD dans la parentalité. Enfant manifesting générateur de 2 ans et demi. Difficile d'éviter les frustrations et ces réactions provoquent également de la frustration chez moi. Générateur. Comment trouver un équilibre et casser ces cycles de frustration qui se nourrissent les uns des autres. Aussi, où faire la limite entre soutenir son enfant dans son désir d'aller où sa joie le porte et le protéger de stimulations à tendance addictive bien trop complexes à gérer à son âge quand on ne peut pas les retirer totalement de son environnement. Écran, sucreries, etc. Merci pour cette proposition de FAQ, j'ai hâte d'entendre toutes les réponses. Alors pareil, j'ai demandé précision par rapport à l'autorité de cette maman et de son fils. Lui a une autorité émotionnelle et moi sacrale. Alors ma première réponse, elle va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit à la précédente maman sur la configuration du fait que l'enfant a une autorité émotionnelle et la maman une autorité, alors dans ce cas-là, qui est sacrale. Donc cette capacité que tu as à sentir en fait et accompagner ton enfant dans ses vagues émotionnelles. Et je pense du coup que y a vraiment un distinguo à faire chez un enfant qui a une autorité émotionnelle. Est-ce que cet enfant est frustré parce qu'il n'est pas dans la réponse de son sacral? Ou bien juste, est-ce qu'il est en train de vivre son cycle d'émotions sur sa journée et que ça, c'est complètement normal. Donc déjà, là, il y a un distinguo à faire. Et là, moi, ce qui me vient en lisant la question, c'est que j'ai l'impression que tu as besoin de te recentrer sur toi avant tout. Avant de savoir si le comportement de ton fils euh, ben, lui crée une émotion, une frustration, etc. Je pense que tu as besoin de revenir, toi, au clair par rapport à quels sont tes non négociables, quelles sont les limites qui sont importantes pour toi dans l'éducation de ton fils, parce que c'est complètement légitime et normal. Mais je pense que, je ne sais pas si tu avais vu ma vidéo sur
les limites qu'on a décidé de fixer à Eden, mais je pense que c'est important que tu refasses le point par rapport à ça. Parce que plus toi, t'es au clair, mais vraiment au clair avec tes limites et non pas quelles sont les limites que tu crois que tu dois mettre en place ou bien le fait d'avoir vraiment une limite importante, mais tu sens qu'il y a un truc un peu laxiste par rapport à ça. Je pense que si toi, tu es ancré dans tes non négociables, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'accueillir le fait que ton enfant puisse avoir une émotion, une frustration par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ben, de euh, pouvoir faire sentir à ton enfant que ces limites-là ne sont pas une punition pour lui, mais une manière de te respecter toi. Et donc si toi, tu te respectes, tu peux apprendre à ton fils à se respecter aussi. Et pareil, si tes non négociables ne sont pas une punition pour lui, alors ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se focaliser sur ces non négociables, mais on peut faire preuve de créativité, d'imagination pour justement faire en sorte qu'il puisse rester connecté à sa joie, à sa satisfaction, etc. Mais donc voilà, de ne pas tout focaliser sur euh, ce qui fait qu'il est frustré, mais lui proposer d'autres options une fois que toi, tu es au clair avec tes limites. Voilà pour cette petite foire aux questions. C'était trop cool. J'espère que ça vous a donné plein de matière à réflexion et à faire évoluer votre chemin. Si vous avez envie d'aller plus loin, et de faire un bout de chemin à mes côtés, ben dites-le moi, ce sera avec un immense plaisir. Vraiment, c'est ce que je fais le mieux au monde, je crois, de pouvoir ben voilà, avoir de la matière et puis en retour partager ce que je ressens et puis ben vous de pouvoir sentir ce qui fait sens et de faire évoluer les choses à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous, à tout bientôt.